Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler de ce qu'est la soumission à l'autorité. On parle de soumission à l'autorité lorsqu'un individu change de comportement afin de se soumettre aux ordres émanant d'une autorité perçue comme légitime. Différentes caractéristiques de cette forme d'influence sociale existent. Un niveau interindividuel, c'est-à-dire que le conformisme et l'innovation sont des phénomènes intra-groupes. Elle implique un différent statut entre source et cible d'influence, un rapport hiérarchique, et la pression de la part de la source d'influence est explicite. Il y a donc volonté d'influencer. À travers l'histoire, le monde a connu différentes soumissions à l'autorité, la royauté, les régimes totalitaires, etc. Actuellement, il existe encore, et certaines plus explicites que d'autres. Cette soumission peut amener à des comportements parfois extrêmes. Ainsi, nous pouvons nous demander jusqu'où l'autorité peut-elle influencer notre degré d'obéissance. Dans un premier temps, nous allons étudier les challenges d'Internet, puis dans un second temps, l'expérience de Milgram, puis les dangers du conformisme. Je vais donc commencer par vous expliquer les challenges d'Internet. Alors, il faut tout d'abord se demander comment expliquer la soumission à l'autorité. Il faut donc savoir qu'il y a des facteurs psychosociaux. En effet, les sujets obéissent à un personnage doté d'autorité. Ils abandonnent leur état d'autonomie pour adopter un état dit d'agent. Ils ne se sentent plus responsables de leurs propres actes. Ils se considèrent même comme l'instrument de la volonté d'autrui. Et ils ne se posent même plus la question du bien ou du mal et estiment qu'ils n'ont pas à juger leur propre comportement. En deuxième position, il y a l'intériorisation d'une norme de soumission. Donc la soumission est une norme sociale apprise dans l'éducation. Et enfin, le dernier de ces facteurs est l'engagement, qui est le choix d'un comportement qui pousse à continuer ce comportement. On dit souvent « j'y suis, j'y reste ». Ainsi, le sujet est progressivement engagé dans l'escalade des punitions. Alors, je vous en ai parlé un petit peu en général, maintenant je vais vous donner un exemple afin de mieux visualiser. Je vais vous donner l'exemple du Momo Challenge. Alors, tout d'abord, il s'agit d'une creepypasta, c'est-à-dire d'une légende urbaine diffusée sur Internet. Au départ, il est dit qu'il faut simplement appeler un numéro, où il est indiqué que l'appeler va changer votre vie. Alors, une fois au téléphone, un moyen de pression est directement mis en place. La personne qui va vous répondre va vous dire que grâce à une faille du système WhatsApp, a réussi à soutirer des informations personnelles et souvent dégradantes sur vous, et ainsi va pouvoir commencer à faire du chantage. Puis, ce phénomène s'est beaucoup développé à cause des youtubeurs qui en font des vidéos pour profiter du buzz en parlant des morts et des dangers qui en circulent et qui en découlent. Ce qui donne une image dangereuse du Momo Challenge. Ainsi, une fois cette image faite, des personnes mal intentionnées se font passer pour Momo et commencent à lancer des défis de plus en plus risqués sous la pression afin qu'ils les réalisent. En effet, il s'agit d'un challenge extrêmement dangereux et malsain, puisqu'il y a eu plusieurs suppositions de suicide suite à ce challenge, comme par exemple un enfant de 14 ans retrouvé pendu dans sa chambre. Souvent les cibles sont des enfants ou des personnes déjà fragiles et donc plus susceptibles de céder à la pression. Car en effet, la personne au début va vous dire que grâce à la faille WhatsApp, elle récupère des informations sur vous. Et puis, vous allez peut-être réaliser le premier défi. Et le premier défi, lui, va le filmer. Et ainsi, il va vous dire, réalise le deuxième. Ou bien je publie sur Internet le premier que tu as fait. Et ainsi, de fil en aiguille, les personnes les plus fragiles vont y croire et réaliser des défis de plus en plus dévalorisants, dégradants, et donc va subir la pression et va devoir réaliser les défis de plus en plus graves. Je vous ai donc parlé du Momo Challenge, mais il faut savoir qu'il y a plein d'autres défis. En effet, il y a également le jeu du foulard, le Neck Nomination, le Ice and Cell Challenge, et maintenant un très célèbre qui est le Blue Wall Challenge. Ainsi, depuis une quinzaine d'années, ces jeux dangereux se succèdent, mais ne se ressemblent pas. L'imagination des enfants et adolescents est sans limite quand il s'agit d'impressionner leurs amis et de se rendre populaire. Souvent en acceptant de relever des défis toujours plus risqués.
afin de montrer qu'on est plus fort, plus courageux. Mais cela n'est que bêtise. En effet, la dernière activité à la mode est le Blue Whale Challenge, comme je vous l'ai dit. Donc ce jeu consiste à relever une série de 50 défis des plus anodins. Au début, ce sera simplement du dessine une baleine et écris Wall sur une feuille, ou bien encore regarde une vidéo effrayante au milieu de la nuit, jusqu'à scarifie-toi la main sur toute la longueur 3 fois, et finalement pour finir, le dernier défi, saute du toit ou pends-toi. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Le nom de ce défi, de la baleine bleue, qui a d'ailleurs déjà poussé plus de 130 adolescents au suicide en Russie, fait référence à cet ultime commandement, car le mammifère est connu pour s'échouer volontairement sur les plages pour mourir. Donc dans cette seconde partie, je vais vous parler de l'expérience de Milgram. Donc en 1960, Stanley Milgram, professeur à Yale aux États-Unis, souhaite observer le degré d'obéissance des individus. Et pour cela, il va réaliser une expérience avec 3 acteurs impliqués. Un expérimentateur, un acteur et un scientifique. Ces 2 derniers étant au courant du scénario, l'expérimentateur est donc la personne qui n'est au courant de rien, celle dont on va observer le comportement. Stanley Milgram invite des individus sans profil particulier à participer à une expérience qu'on qualifie alors de pédagogique. Les expérimentateurs sont invités dans une pièce avec le scientifique en blouse blanche, ce qui lui confère une certaine autorité. L'acteur, assis sur une chaise, doit réaliser des combinaisons de mots. À chaque erreur de l'acteur, l'expérimentateur est chargé d'envoyer un choc électrique à celui-ci, et ce, sous le regard du scientifique qui lui donne des instructions et qui veille à ce que les consignes soient respectées. Are you all right? Please continue, teacher. I know, I keep giving them shocks. Continue. I'm up to 390. Continue. L'acteur est visible pour l'expérimentateur qui peut observer sa réaction au choc électrique. Avant de commencer l'expérience, l'expérimentateur teste lui-même le choc électrique, léger, et est conscient de l'échelle disponible en fonction de l'erreur. Plus l'acteur se trompe, plus le choc est fort. La gradation allant de 45 à 450 volts de choc léger à très fort. L'expérimentateur est donc chargé d'envoyer ses décharges à chaque erreur, et ce tout en sachant que l'acteur en souffrira. Les chocs pour l'acteur étant évidemment factices, il joue alors le jeu d'une douleur intense et de la torture à l'expérimentateur. Le but de l'expérience, voir jusqu'où ira l'expérimentateur, sachant qu'il fait du mal à l'acteur. Ce alors qu'il ignore que c'est un acteur, et que selon lui, est-il dans des conditions estimées légitimes et justifiées par le caractère scientifique. Ensuite, je vais vous parler de l'utilité de l'expérience de Milgram. Qu'est-ce que Milgram a voulu démontrer? L'expérience de Milgram permet d'étudier le processus de soumission à l'autorité. Dans l'expérience, l'expérimentateur obéit à des ordres simples. Il pense tuer ou tuer l'acteur, avec des chocs électriques, uniquement dans le but de faire correctement le travail qui lui a été demandé. Les résultats de Milgram ont montré que 62% des expérimentateurs ont administré les chocs, au risque de blesser ou de tuer l'acteur. Il démontre ainsi que toute personne est capable d'effectuer les pires atrocités si l'autorité qui donne l'ordre de le faire est, à ses yeux, légitime. Même en cas d'objection de conscience, la plupart des personnes ayant participé à cette expérience étaient capables de poursuivre la torture. Cette expérience très particulière a beaucoup été remise en question par la communauté scientifique, en particulier en raison des conditions de laboratoire et non de vie réelle. Elle a été reproduite dans d'autres pays jusque dans les années 80, avec des résultats allant de 50 à 87% de soumission. Quel que soit le pays, l'époque, le sexe et le niveau d'éducation, ce taux reste très haut. Ensuite, je vais vous parler des résultats et des facteurs déterminants. Donc 65% des expérimentateurs ont envoyé des chocs de plus de 450 volts. Un résultat choquant qui prouve en fait l'impact d'un cadre légitime qui déresponsabilise l'être humain. Cela signifie également que 35% des expérimentateurs arrivent à passer au-dessus de l'autorité et faire passer leurs principes moraux avant. 2 facteurs conditionnent ce résultat très élevé. Le premier facteur, c'est l'intensité des injonctions. Au plus le scientifique donne des ordres et pousse l'expérimentateur dans ses retranchements, au plus celui-ci monte dans les tours. Si le scientifique reste neutre
Moins de 20% des expérimentateurs continuent à punir l'acteur à chaque erreur. Ensuite, deuxième facteur, la visibilité de la douleur de l'acteur. Au plus l'expérimentateur peut voir ou entendre l'acteur qui souffre, au moins il poussera l'intensité des volts. Par contre, si l'expérimentateur a peu de visuel ou n'entend pas l'acteur qui hurle de douleur, au plus il s'en sentira distant et continuera donc à le punir. Pour illustrer notre sujet, nous avons décidé aussi de parler du film La Vague, dit Welle en allemand, qui est un film allemand réalisé par Dennis Gansel en 2008. Tout d'abord, je vais commencer par vous parler de quoi parle ce film, en faire un bref résumé, et ensuite, dans une deuxième partie, on essaiera de relier ce film avec notre sujet qui est la soumission à l'autorité. Donc, pour commencer avec notre résumé. Dans le cadre d'un atelier de sciences politiques consacré au totalitarisme, le professeur Wenger décide de mettre en place un jeu de rôle. Il a pour objectif de faire prendre conscience aux élèves des mécanismes qui conduisent à la création d'une société fasciste. Pour cela, il va utiliser une méthode assez particulière et plutôt ludique, comme il dirait aux élèves, pour rendre le cours assez intéressant. Il fait de la classe un groupe fort et solidaire, entièrement soumis à son autorité. Le professeur amène ainsi progressivement les participants à perdre leur individualité par l'adoption d'un uniforme, mais aussi le choix d'un nom, donc la vague, d'un logo et d'un salut. Par ailleurs, il instaure en classe des règles de vie très strictes et exhorte à la délation de tous ceux qui ne les respecteraient pas. Par exemple, on peut voir dans le film qu'il demande aux élèves qu'à chaque fois qu'ils prennent la parole, ils doivent se lever. Voilà, ça c'est un exemple de règles très strictes et dont les élèves sont obligés de respecter. Les plus faibles, jusque-là isolés, se sentent alors protégés par le groupe. Ils gagnent en confiance et commencent à se révéler. L'identité collective se substitue insidieusement aux identités individuelles. Et ainsi, au bout de quelques jours seulement, on observe que les mécanismes d'une société totalitaire sont en place. Donc, quels sont ces mécanismes ? Il y a une obéissance aveugle, il y a une vénération du chef, qui est le professeur Wenger, un contrôle, une exclusion, et on arrivera même à la fin à de la violence. Donc voilà pour le résumé de ce film, un court résumé, et maintenant on va essayer de relier ce résumé et donc ce film à notre sujet. En fait, il est intéressant de se demander comment est-ce que c'est possible qu'une personne quelconque, qui est insignifiante, indépendante, puisse du jour au lendemain se soumettre à des ordres donnés par un inconnu, quelqu'un qu'elle ne connaît complètement pas du tout, et que cela puisse changer littéralement son comportement et très souvent la fasse devenir quelqu'un de monstrueux et qui n'est plus du tout quelqu'un qui est en accord avec sa personnalité, et tout ça pour satisfaire cette personne, pour satisfaire la personne qui nous impose toutes ces règles. Donc cette même question, elle s'est aussi posée après la Seconde Guerre mondiale avec le génocide juif et les personnes qui étaient complices activement ou passivement à celui-ci. Lorsqu'on interroge les subalternes, les protagonistes du génocide, mais aussi les plus hauts responsables, ils nous répondent tous, je cite, « Nous n'avons fait qu'obéir aux ordres ». Ainsi, ces hommes se déchargent donc de toute responsabilité personnelle. Mais après cette partie de l'histoire obscure, il semblait évident, et c'est d'ailleurs ce que disent les élèves dans le film, il ne pourra plus y avoir de dictature en Allemagne. Au début du film, on voit bien que les élèves nous disent ça, que c'est plus possible après toute l'horreur qui a été connue pendant le génocide juif. Ils nous disent même, les élèves, on a été mis en garde, c'est plus possible maintenant. La discipline, monsieur Wenger. Donc on verra jamais une nouvelle dictature, c'est ce que vous dites. C'est pas possible, on nous a assez mis en garde. Et pourtant, on va se rendre compte du contraire. Pour cela, on va différencier la soumission de l'obéissance. Je veux une jeunesse athlétique qui n'aurait pas reçu la moindre éducation intellectuelle, si ce n'est l'apprentissage à l'obéissance. Voilà ce que nous disait Hitler. Nous assistons dans La Vague à un rassemblement d'élèves derrière Wenger, dans une sorte d'extase entre guillemets amoureuse. Les élèves le supplient de commander, l'identité de groupe leur donne un sentiment de puissance et d'euphorie dont ils ne peuvent, ou bien même ne veulent plus se passer par la suite. Et nous assistons, impuissants, à cette montée du fascisme. Boris Cyrulnik nous enseigne qu'obéir n'est pas se soumettre. Dans la soumission, je suis contraint à faire ce que veut l'autre, alors que dans l'obéissance, je veux bien faire ce qu'il veut, j'y consens.
Le problème dans la vague, c'est précisément qu'il n'y a pas de contraintes. Alors on pourrait penser que pour empêcher l'avènement d'un totalitarisme, il est nécessaire de mettre des contraintes, d'établir des lois. Mais cette hypothèse est fausse, car il est vrai que ce n'est pas en votant des lois que les hommes deviennent meilleurs, c'est bien connu. Tous les anciens nazis et collaborateurs ont dit la bouche en cœur, comme on l'a dit tout à l'heure, « je n'ai fait qu'obéir ». Donc, l'obéissance délègue un pouvoir à autrui de façon parfaitement légitime, et cet autrui ne devient un tyran que lorsqu'il abuse de ce pouvoir, mais pas avant. En effet, il n'y a pas de contrainte d'adhérer au groupe dans la vague. Les élèves sont libres de rester ou de quitter le cours. Le professeur Wenger leur dit dès le début, si vous n'êtes pas d'accord, si vous ne voulez pas, vous pouvez partir. C'est eux qui font le choix, il n'y a pas de soumission. Et donc, après toute cette analyse, en ce sens, on peut se demander, non sans crainte bien sûr, et même avec étonnement au vu de notre passé, si au final, les régimes totalitaires et leurs dérives sont si inévitables que ce que l'on croit. Nous pouvons en conclure que la soumission à l'autorité peut atteindre plusieurs degrés, allant, dans les cas extrêmes, jusqu'à causer la mort d'un individu. Mais on la rencontre également dans la vie de tous les jours, quand nous levons la main pour attendre la parole en classe par exemple, ou quand on ne sort pas de chez soi par ordre du gouvernement. Il est parfois utilisé à bon escient, c'est-à-dire par les publicités par exemple, qui vous diront « achetez ce produit plutôt que vous devriez l'acheter ». Mais parfois, comme dans les dictatures, il est utilisé de manière abusive. Ce phénomène sociétal peut varier d'un individu à un autre. Cependant, il existe des facteurs susceptibles d'atténuer la soumission à l'autorité. Tout d'abord, il y a la proximité de la victime. Dans l'une des nombreuses expériences de Milgram, nous avons relevé la proximité de la victime. Il y a également la proximité, c'est-à-dire que l'enseignant et l'élève sont dans la même salle, avec 40% d'obéissance. Le prestige institutionnel plus faible, bureau délabré, expérimentateur inconnu, amène 48% d'obéissance. L'autorité perçue comme non légitime, c'est-à-dire l'ordre venant d'un compère, obtient 0% d'obéissance. L'autorité remise en question par un autre expérimentateur obtient 0%. Cependant, par un compère, elle obtient 10% d'obéissance. L'éloignement de l'autorité expérimentateur dans une autre pièce obtient 21% d'obéissance. Les participants mentent à l'expérimentateur. Ainsi, nous pouvons à présent nous demander s'il existe un autre facteur que l'autorité pour influencer notre degré d'obéissance. Merci pour votre attention, en espérant que cette vidéo vous a plu. Au revoir. Wow!